Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier podcast. Alors honnêtement, j'ai galéré pour trouver un titre pour ce podcast. Vous allez me dire c'est juste un titre, on s'en fout. Bah non. Non, moi je suis assez perfectionniste et moi j'aime bien trouver le bon titre qui traduit le mieux possible ma pensée. Et là, je pense avoir trouvé un titre qui me convient assez, Nos frères, nos ennemis, parce qu'il évoque vraiment bien ma pensée sur ce sujet-là. D'ailleurs, Nos frères, nos ennemis. Quand on le lit comme ça, on pourrait se dire, tiens, c'est paradoxal, c'est un oxymore, ça se contredit, quoi. Si ce sont nos frères, on n'est pas censé les considérer comme nos ennemis. Eh ben si, malheureusement si. Si, et c'est ce que je vais développer dans la vidéo. Alors pour commencer, on va commencer par la définition du terme racaille. Parce que le terme racaille, c'est un terme qui est beaucoup employé dans les médias, dans le monde politique, dans le monde journalistique, mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire une racaille. Une racaille, quand on prend la majorité des définitions, c'est un individu ou un groupe d'individus nuisibles à la société. Donc déjà, le champ, il est très large. Parce que tout le monde peut être considéré par tout le monde comme étant un nuisible. Et là, en l'occurrence, le terme racaille aujourd'hui, il est utilisé uniquement pour une seule communauté à un seul endroit géographique. C'est-à-dire généralement des jeunes, issus de quartiers défavorisés en périphérie des grandes villes, qui vit généralement dans des cités HLM, dans des cités dortoirs, et qui est lié à l'immigration. Voilà, son histoire est liée à l'immigration. Donc nord-africaine, africaine, etc. Mais il est très peu utilisé pour parler d'autres racailles, parfois beaucoup plus nuisibles, qui sont ce qu'on appelle les racailles en col blanc, hein, des présidents corrompus, hein, Nicolas Sarkozy avec l'affaire Bettencourt, l'affaire Ziad Takedine, l'affaire Big Malion, etc. Des députés qui ont été arrêtés, condamnés par la justice pour détournement de fonds publics, etc. Des chanteurs, des réalisateurs qui ont été condamnés ou accusés d'être des pervers et des violeurs, etc., etc. En réalité, le terme racaille peut aussi leur être attribué, mais il ne l'est pas. Aujourd'hui, quand on parle de racaille, c'est uniquement quand on parle de Mamadou et Kader qu'ont tapé Gauthier pour avoir son téléphone portable. Et c'est vrai que Mamadou et Kader qui font ça sont des racailles, parce que concrètement, ils nuisent à la société quand ils font ça. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, on va utiliser le terme racaille uniquement pour parler de Mamadou et Kader. Ça, c'est déjà un peu dérangeant, c'est pas très juste. Mais ça, c'est que de la sémantique, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, moi, mon intérêt, c'est de parler des racailles que j'ai côtoyées dans ma vie, des racailles qui sont nuisibles pour ma communauté, pour même mes communautés au pluriel, et je vais vous expliquer pourquoi je dis mes communautés, et je vais tenter de faire une analyse plus ou moins longue. D'ailleurs, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Mais voilà, je vais vous donner mon avis sur cette question. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la plupart des gens qui parlent des banlieues, des racailles de banlieue, etc., sont totalement illégitimes. Totalement. Je vais citer deux exemples, qui pour moi sont des cas d'école. Le premier, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui, pendant des années, s'est fait connaître par des réflexions un peu putassières, parfois vraies, hein, parfois très vraies, parfois même très pertinentes, mais des réflexions putassières pour faire le buzz, pour faire la promotion de ses livres, etc. Et Éric Zemmour, très souvent, quand il parle des racailles de banlieue, il va faire des raccourcis, des omissions, il va pas nuancer son propos, il va être un peu teubé, quoi. Volontairement, hein, parce que c'est des sujets qui l'emmerdent, en fait. Il se plaint beaucoup, mais c'est des sujets qui l'emmerdent. Et quand les gens lui disent « Monsieur Zemmour, vous n'êtes pas légitime pour en parler, vous ne connaissez pas votre sujet », il dit « Écoutez, moi je suis né en banlieue, hein, moi je viens de Montreuil ». Comme si le Montreuil des années 50, de la fin des années 50, c'était le Montreuil d'aujourd'hui. C'est complètement ridicule. Et en plus, quand on regarde son parcours à Zemmour, il n'y a pas vécu, il est né à Montreuil, mais il a grandi étant enfant à Drancy, donc là c'est le Drancy des années 60, et quand il arrive à l'adolescence, il n'a connu que Paris intramuros. Donc déjà, la misère des banlieues, il a pas connu le gars. Il a absolument pas connu. Mais pourtant, à chaque fois, il dit aux gens, moi je suis né à Montreuil. Et quoi? Vous savez, ma propre mère, elle est née à Puteaux. Ma mère est née à Puteaux dans le 9-2, dans le milieu des années 50. Bon, aujourd'hui, le 9-2, dire qu'on vient du 9-2, ça fait un peu chaud. Mais croyez-moi sur parole, Puteaux dans les années 50, il y avait rien. C'était des quartiers assez chics en plus, mais il y avait aucune délinquance, il y avait que dalle à Puteaux dans les années 50. Donc bon, ma mère, elle est pas là à faire la caille, genre moi je viens du 9-2. Non. Parce que le 9-2 des années 50, c'est pas le 9-2 des années 2000. Ça paraît évident.
Mais pour Éric Zemmour, Zemmour, il va jouer avec cette petite ambiguïté du « je suis né à Montreuil, donc je suis légitime pour parler des banlieues ». Bah non, ça marche pas comme ça. Le deuxième exemple, ça va être Laurent Berton. D'ailleurs, Éric Zemmour aime beaucoup Laurent Berton. Laurent Berton, lui, c'est encore pire. Lui, son parcours, c'est une farce. Le mec, il vient du Jura. Sa famille est jurassienne. En plus, il vient de parents agriculteurs. Et bon, le Jura, pour les gens qui connaissent un petit peu, moi j'ai eu la chance de voir ce qu'était le Jura, c'est très beau le Jura. Le Jura, si vous voulez, c'est un mix entre le monde de Narnia et la forêt vous savez, de Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, la forêt noire. Voilà, déjà quand tu viens du Jura, au niveau anthropo-crédibilité, t'es zéro. Tu viens de là-bas, tu parles pas des banlieues, parle de la nature, parle des ours, parle des loups. Tu sais, au Jura, peut-être qu'il y a des loups, mais parle des loups. Là-bas, peut-être que tu seras pertinent. Mais pour le reste, non, je crois que il y a un consensus sur la question, tais-toi, voilà, tais-toi. Et ce qui est quand même intéressant dans le livre d'Oberton, La France orange mécanique, c'est que 50% de ce qu'il a écrit, c'est que des regroupements de statistiques sur l'augmentation de la criminalité en banlieue, etc., saupoudrés de pseudo-analyses anthropologiques et de la psychologie de supermarché, voilà. Et ça fait un peu un buzz, genre oh là là, il y a un vrai livre pertinent sur des chiffres, etc. Mais son livre est incroyablement pauvre. Tout le monde en réalité est capable de prendre des stats, de les regrouper, et de dire ouh là là, la criminalité augmente. Merci Captain Obvious, super. Mais comment on en sort? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient ça? Le mec, il est incapable. D'ailleurs, en plus, le résumé d'Oberton, si vous voulez, c'est la criminalité augmente. Elle augmente principalement où dans les banlieues. Qui vivent dans les banlieues? Les gens d'origine étrangère ou des gens liés à l'immigration. Donc l'immigration, facteur de criminalité. Donc c'est criminogène. N'importe quoi. C'est complètement débile. C'est quelqu'un qui fait ce type de résumé, c'est quelqu'un qui est définitivement à l'ouest. Mais c'est vrai que du côté nationaliste qui est un peu à la mode en ce moment, c'est un peu facile, tu vois, c'est Mamadou Kader, vous faites des crimes donc c'est oulala, c'est parce que vous venez d'Afrique, hein. Bon, après ce qui sera intéressant, c'est de voir quand ils vont au bled en vacances, est-ce qu'ils font la même chose là-bas. Et on s'aperçoit tout de suite que non, il y a beaucoup moins de Kader et de Mamadou qui brûlent des voitures. Mais ça c'est encore une autre histoire, hein. C'est quand on est un peu pertinent, c'est là où on met le pied dans un autre monde, dans vraiment de l'analyse jusqu'au bout. Mais eux ils le font pas, hein. Ils s'arrêtent à Mamadou Kader, tu voles une voiture, donc c'est parce que tu viens d'Algérie, donc c'est limite dans tes gènes. Donc voilà, Éric Zemmour et Laurent Berton sont en réalité totalement illégitimes pour en parler, mais ils parlent très souvent de ce genre de sujet. Et moi, contrairement à eux, et d'ailleurs comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes 1000 fois plus légitimes pour parler des racailles, des gens de banlieue, mais parce que vous en venez, parce que vous y avez vécu, parce que vous connaissez cette mentalité, parce que vous connaissez l'histoire de l'immigration, l'histoire de votre famille, la raison pour laquelle votre famille est partie de l'Afrique du Nord pour venir en France, etc., etc. Et ça, c'est une clé pour donner son avis et pour avoir une analyse vraiment pertinente et précise. Ça, c'était pour le volet légitimité. Voilà, qui peut en parler, qui ne peut pas en parler, selon moi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. On l'a dit tout à l'heure, il existe des racailles de toutes sortes. Des racailles de toutes origines, des racailles de toutes confessions, des racailles dans tous les domaines, politiques, religieux, profanes, des gens qui vivent dans les banlieues, des racailles qui vivent à la campagne, il y a des racailles partout. Ça, c'est un fait admis par tous. Mais pour ce podcast, je vais me concentrer uniquement sur les racailles que je connais très bien, avec lesquelles j'ai grandi, celles qui nous ont fait le plus chier dans nos vies, celles qui réellement dérangent et mettent en danger ma communauté, voire mes communautés, hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais utilisé un pluriel, mes communautés, et c'est sur elles que je vais me concentrer. Pourquoi je parlais de mes communautés? Parce que moi, je suis issu et je vis dans plusieurs communautés. Moi, je suis issu ethniquement d'une communauté nord-africaine que je qualifierais de berbéro-arabe, mais plutôt berbère, on va dire berbère arabisé, et d'une autre communauté, qui est une communauté plus grande, plus englobante, qui est la communauté musulmane. Et qui, elle, est assez variée, hein. Il y a des gens qui sont des convertis, qui viennent de Bretagne, des gens qui sont originaires du Mali, des Asiatiques, des gens des pays de l'Est. Voilà, ça, ce sont mes communautés. Voilà, moi, je me définis par deux communautés, une communauté plutôt ethnique et une communauté religieuse. Voilà. Et malheureusement, ces racailles, principalement, touchent ces deux communautés.
Voilà, la communauté musulmane et ma communauté, la communauté africaine ou plus particulièrement nord-africaine. Et quand je dis qu'elle les touche, c'est qu'elle leur fait du tort. C'est que le comportement de ces racailles qu'on côtoie dans nos cités nous cause du tort déjà à nous-mêmes, sans parler de l'image qu'on peut avoir auprès des autres. Non, bien avant de parler de l'image qu'on peut avoir, c'est que dans nos quotidiens, nous pourrissent la vie. C'est bête de rappeler ça. Mais quand on voit des gens qui vivent à Paris intramuros ou dans des quartiers chics à Paris, et qui parfois, malheureusement pour eux, sont confrontés à ces racailles qui leur volent leur téléphone portable, il faut savoir que cette racaille qui a volé ton téléphone portable a volé 10 personnes avant toi, mais des personnes proches de chez lui. Lorsque des voitures crament en banlieue, vous croyez qu'elles appartiennent à qui ces voitures ? À nos parents, à nos sœurs, à nos frères qui eux bossent, vont à la fac, vont à la mosquée. Les boîtes aux lettres qui sont systématiquement vandalisées dans les résidences et dans les HLM. Mais les mecs qui vont jusqu'à vandaliser leur propre boîte aux lettres. Et les nôtres d'ailleurs au passage. En les rayant, en écrivant des NTM partout, des caris, des boobas, je sais pas quoi. C'est d'abord à nous qui font chier. Lorsque les mecs font des rodéos en motocross toute la journée, parfois même en causant des accidents graves et en déclenchant des poursuites avec la police, mais vous croyez qu'ils emmerdent qui avec leur motocross ? Nous, c'est nos oreilles qu'ils emmerdent en priorité. Puis je vous parle même pas des mecs qui, vous savez, sur les parkings, et en plus ils sont en train de dealer toujours en bas de chaque point, de chaque début d'entrée de cité, etc. Les mecs vont se poser en ouvrant les fenêtres de leur voiture en mettant du rap à fond. Mais vous croyez que qui est emmerdé quand on entend ça ? Mais il y a des gens, lorsqu'ils vont faire salat, lorsque c'est le moment de la prière chez les musulmans, l'heure de la prière, on entend des petits cons dehors nous casser les pieds avec leur musique de merde, leur musique de singe. Et oui, c'est une musique de singe, une musique de primate. Et d'ailleurs, que Dieu me pardonne, qu'Allah me pardonne d'insulter les singes. Parce que même les singes, msakin, ils sont entre eux, ils mangent des bananes, ils sont sur les arbres. Tu sais, ils ont une vie tranquille, les singes. Je sais même pas pourquoi je parle des singes. Les singes ne méritent même pas d'être comparés à ces gens-là, honnêtement. Mais il faut écouter ce qu'est le rap aujourd'hui. Il faut écouter ce qu'écoutent les jeunes aujourd'hui. Déjà, ce qu'écoutaient les jeunes à mon époque. Moi, à mon adolescence, les rappeurs qui étaient à la mode, c'était L.I.M. C'était Alpha 520, c'était Sefiu. C'est que des timbrés, que des teubés de la life en fait, que des imbéciles, mais vraiment que des idiots. Et aujourd'hui, ce qu'écoutent les jeunes, c'est plutôt Caris. Caris, c'est un peu à la mode. Booba, Booba, ça fait des années quand même qu'il écoutait, mais il est en fin de carrière. Mais je vais vous citer Caris, par exemple. Caris, dans une de ses chansons, dont je ne vous donnerai pas le titre, parce que j'ai pas envie de vous polluer le cerveau, Caris dit: tu as un bouchon de liège dans ton anus, je le pousse encore avec mon phallus. On sent la plume, on sent le génie. Là, il y a du Victor Hugo, il y a du Balzac, il y a du Molière derrière. C'est digne des plus grands poètes africains, des plus grands poètes berbères et arabes. C'est du génie. Évidemment, c'est de la merde. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que quand t'écoutes ça, forcément, ton esprit, il meurt. C'est normal. Et les mecs, c'est ce qu'ils mettent à fond dans leur cité pour faire chier le monde. Mais à qui ils cassent les oreilles ? À nous, en particulier. Voilà. Honnêtement, il y a des moments, moi je me souviens que j'avais honte d'ouvrir la fenêtre de chez moi, tellement j'avais peur que chez moi on entende des trucs aussi vulgaires. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Voilà, tout ce que je viens de dire, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, ça c'est un constat. Et c'est surtout la raison pour laquelle j'ai fait un listing de tout ça, c'est que les premières personnes à être victimes de ces racailles de banlieue, c'est d'abord et avant tout les gens qui vivent en banlieue. D'accord ? Et pas les autres. Les autres, ils sont confrontés à des mecs, à des racailles de cité, une fois de temps en temps. Et une fois de temps en temps, c'est déjà trop. On est tous d'accord. Mais honnêtement, les principales personnes qui parlent des racailles, c'est pas les personnes qui en sont les plus victimes, paradoxalement. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi énervant. Parce qu'il y a des gens qui pensent, et c'est même à cause de notre faute, c'est notre faute, mais il y a des gens qui se disent, tiens, vu que les gens de banlieue parlent très peu des racailles, c'est peut-être parce qu'ils sont un peu les complices de ces racailles. Oui, c'est d'une certaine manière, oui. Bien sûr. On est les gens qui vivent en banlieue et qui ne dénoncent pas ce comportement de racaille, vous êtes les complices de ces gens-là. À partir du moment où vous laissez vos enfants écouter Caris, vous êtes un criminel. D'autant plus si vous êtes musulman en plus.
Si vous êtes un papa ou une maman musulmane, si vous laissez vos enfants écouter Caris tranquille, il y a un gros problème dans l'éducation de vos enfants. Malheureusement, il y a toute une génération d'enfants qui ont vécu en banlieue, qui ont écouté du rap, et dont les parents n'allaient pas vérifier ce qu'ils écoutaient, ne serait-ce que par curiosité. Ils les laissaient faire. À un tel point aujourd'hui qu'il y a des mecs qui ont 40 ans, ils ont des problèmes d'élocution, ils tournent sur à peu près 50 mots de vocabulaire, grosso modo, en incluant les wesh, les vas-y, nique ta mère, hey, etc. Tu vois, tout ça, c'est son vocabulaire. Le mec, quand tu lui parles en français correct, il a l'impression que tu lui parles une autre langue. Et je suis sûr que les gens qui m'entendent doivent reconnaître au moins une personne de leur entourage que je viens de décrire. C'est sûr et certain. C'est absolument sûr. Et en parlant de rap d'ailleurs, j'avais un échange avec un frère sur Discord il y a quelques jours qui me rétorquait: ouais, mais là tu critiques les rappeurs qui ont de sales textes, qui sont vulgaires, mais faut pas non plus nier qu'il y a d'autres rappeurs comme Oxmo Puccino ou Kerry James, ils savent écrire, ils sont pas insultants. Ouais, et alors? Je veux dire, sur 100 rappeurs aujourd'hui, t'en as 98 qui parlent de guns, qui parlent de beurette, de pute, de drogue, de braquage, de carjacking, et t'en as 2 sur 100 qui te font des textes à peu près corrects. Et ça fait quoi, le fait qu'il y en ait 2 sur 100 qui écrivent correctement? Ça veut dire que les 98 autres, ils disparaissent? Bah non, faut être objectif. Ceux qui ont le plus d'influence dans le domaine du rap, c'est les sales rappeurs. C'est des rappeurs de merde. C'est des rappeurs qui vont polluer l'esprit et le vocabulaire de vos enfants. Et même l'intelligence, tout simplement, de vos enfants. Voilà. Quand tout un peuple est éduqué avec ce rap de merde, faut pas attendre que vos enfants ils fassent Polytechnique, ils deviennent chirurgiens. C'est pas possible. Voilà. Ou alors, si le mec qui a écouté L.I.M toute sa vie devient chirurgien, c'est que le mec, il a fait énormément d'efforts. Même chose avec des frères d'ailleurs, des frères qui aujourd'hui sont pères de famille, qui sont des musulmans pratiquants, alhamdoulilah, qui sont dans le din. Eh bien malheureusement, et même de leur propre aveu, ils disent que ça leur a posé énormément de problèmes. Que autrefois, quand ils écoutaient du rap, quand ils étaient imprégnés de cette culture du rap, ils étaient pas dans le din. Ça les empêchait d'ailleurs d'aller vers le din. Parce que quand t'écoutes la médiocrité des rappeurs, t'as du mal à t'imprégner de la beauté des paroles d'Allah Azza wa Jal. C'est normal. C'est soit le rap, soit le Coran, si vous voulez. Et d'ailleurs, très souvent, on s'aperçoit que, et moi j'en ai rencontré beaucoup, mais t'as beaucoup de frères aujourd'hui qui font la da'wa, qui font des khurouj, qui sortent dans la rue pour parler de l'islam aux gens. Eh bien, à leur manière de parler, je sais si le mec c'était anciennement une racaille ou pas. Rien qu'à sa manière de parler. À son intonation, à sa manière de poser ses phrases. Etc., etc. J'ai écouté du rap, moi, étant adolescent. Pas beaucoup, mais j'en écoutais pas mal. Et à l'époque, il y avait un rappeur qui était vraiment à la mode, qui était L.I.M. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le cite assez souvent. Donc, c'était dans les années 2005, 2006. Et une fois, je suis tombé sur une vidéo d'L.I.M., là, qui m'a définitivement... Voilà, cette vidéo m'avait définitivement convaincu que le rap, c'est de la merde, et que ça produisait une population merdique. Il avait fait une vidéo où il était à moitié khabbat, je crois, il était à moitié sous alcool, à moitié drogué avec un joint dans la main et tout. Et il a dit, mais en rigolant, il riait. Il disait pas ça en plaisantant, hein, il était très sérieux, mais il riait quand il disait ça. Donc il rigolait, il disait, oh les petits frères, voler des voitures, faire des carjacking, etc. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de se faire choper. Et cette vidéo à l'époque, elle avait été balancée sur Internet. Et à l'époque, tout le monde faisait tourner, oh, t'as vu L.I.M ce qu'il dit, MDR, c'est rigolo. Bah non, en fait, c'est pas rigolo du tout. Non, quand t'es un adolescent un peu con, que tu sais même pas encore différencier le bien du mal et que t'es un peu bête, ouais, bon, tu peux trouver ça rigolo sur le coup. Mais quand tu grandis, quand tu vois l'état de ton peuple, de ta oumma, quand tu vois l'état des familles, quand tu vois l'état intellectuel de ta communauté, tu te dis, ouais, non, ouais, là, je comprends d'où ça vient, en fait. Je comprends. C'est que nous, on a banalisé ça à l'époque. On a banalisé ça. D'où notre complicité. Eh oui. Si malheureusement les parents à l'époque avaient fait leur boulot de parents, on n'aurait pas retrouvé ce genre d'insanité dans les oreilles de nos enfants. Pas du tout. Je suis pas là pour accuser les parents de qui que ce... Moi, je vous dis, faites votre propre introspection, jugez-vous vous-même. Voilà, mettez-vous devant le miroir, dites-vous, voilà,
Est-ce que moi, en tant que parent, j'ai fait le travail qu'on aurait dû faire à l'époque? Posez-vous la question. Est-ce que nos parents, msakin, qu'Allah les préserve, mais est-ce que nos parents ont fait vraiment leur travail à ce niveau-là à l'époque? Faut être honnête. Ils l'ont pas fait. Pour la grande majorité d'entre eux, ne l'ont pas fait. Les parents qui savaient que leur fils dealait de la drogue, mais qui fermaient les yeux, qui faisaient semblant de ne pas voir. Les parents qui laissaient leurs enfants sortir jusqu'à 2-3 heures du matin alors que le lendemain ils avaient de l'école. Tout ça, c'est de la complicité pour malheureusement. On a créé nos propres racailles. Ils sont pas descendus du ciel. C'est pas un complot sioniste ou non, ça passe d'abord chez nous. C'est nous qui en sommes d'abord les principaux responsables. Parce qu'on peut étudier l'histoire du rap, par exemple. Mathias Cardé, il a écrit un livre qui s'appelle L'effroyable imposture du rap, un excellent livre. Et lui dit comment le rap a été manipulé pour en faire une arme et rendre débiles les gens de banlieue, les gens des classes les plus pauvres. C'est vrai, cette analyse, on peut la faire. Mais au bout d'un moment, qui nous a forcé dans ce pays à accepter le rap? Personne. Personne n'est venu avec un fusil ou un couteau sous la gorge en nous disant si vous allez prendre le rap et éduquer vos enfants avec le rap. Non. C'est nous qui avons laissé le rap s'infiltrer chez nous. On aurait pu le combattre, mais on l'a pas fait. Il est jamais trop tard. Mais en tout cas, on l'a pas fait. Donc voilà, que ce soit les gamins qui écoutent du rap criminogène aujourd'hui, que ce soit les gamins qui sortent à pas d'heure, qui sortent à 2-3 heures du matin alors que le lendemain ils ont école, que ce soit les petits cons qui font du scooter ou de la motocross en pleine cité et qui mettent même parfois la vie en danger des autres. Moi, près de chez moi, à une centaine de mètres de chez moi, il y a une gamine, une enfant qui est morte écrasée par un mec qui faisait des rodéos en motocross. Une gamine qui a été tuée par un petit con qui faisait de la motocross. Donc ça, on aurait dû, si vous voulez, on aurait dû s'en charger bien avant que des gens du Front National, que des gens comme Éric Zemmour, comme Laurent Berton récupèrent les problèmes de banlieue et en fassent un sujet politique de grande envergure. On aurait dû s'en charger bien avant que ces gens-là le fassent. Et il est pas trop tard. Il est pas trop tard parce que sinon je ferais pas ce podcast sur les racailles. Si c'était une cause perdue, je perdrais pas mon temps à essayer de l'analyser. Donc moi, je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose pour relever le niveau, pour retirer toute la crasse qu'on nous a donnée pendant des années. Cette crasse qu'on a cultivée, ce qu'on appelle la culture des banlieues, la culture des cités, etc. Les gens qui tournent avec les mêmes références, Scarface, Planet Rap, Skyrock, je sais pas quoi. Tout ça, il faut le désinstaller. Et je suis persuadé qu'on peut le faire. Il y a déjà des gens qui l'ont fait bien avant moi d'ailleurs. Il y a des gens comme Salim Laibi qui ont fait plein de vidéos pour dénoncer la racaillisation des cités, etc. Il a fait un excellent travail. Il a permis à des gens, et surtout à des jeunes gens, de sortir de ce monde. Il a permis à des gens de sortir de cette racaillisation. Il a permis d'interpeller des parents qui sont aujourd'hui beaucoup plus alertes sur ce genre de sujet, qui font beaucoup plus attention à leurs enfants, à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils consomment, etc., etc. Donc en réalité, ça marche. Mais aujourd'hui, faut le faire à grande échelle. Faut que ça devienne aujourd'hui un automatisme. Quand on voit des merdeux qui sortent à 2 heures du matin en bande pour aller faire les cons, normalement, tous les parents doivent descendre, leur mettre des grosses claques dans leur gueule. Ben oui. Eh oui. Aujourd'hui, il faut que les gens réagissent. Sinon, faut pas se plaindre que il y a des nationalistes, ce que vous appelez d'ailleurs bêtement des fachos. Il y a des vachos qui disent oh les Maghrébins et les Noirs c'est des racailles. Mais ils ont raison. Si on fait rien, ils ont raison. Alors eux, ils résument le propos comme des beaufs, mais ça c'est normal. C'est leur manière d'en parler. Mais c'est pas parce que ce sont des fachos selon vous que ce qu'ils disent est faux. Si demain il y a un blanc, le mec qui peut être milliardaire, il a peut-être jamais foutu les pieds dans un seul quartier de sa vie, mais il me dit c'est quand même grave qu'il y ait des voitures qui brûlent, je peux pas lui dire non. Ben non, le mec il a beau être sioniste, il a beau être ce qu'il veut, il a raison. C'est pas normal. Quand Zemmour, il y a quelques années, avait dit sur le plateau de Salut les Terriens avec Ardisson, il avait dit on aura beau dire ce qu'on veut, mais la majorité des dealers sont noirs et arabes. Quand il avait dit ça, tout le monde est en train de dire ouh là là, il va avoir des problèmes, il est fou, qu'est-ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que c'est raciste. Mais il a totalement raison. Prouvez-moi le contraire. Vous croyez quoi que la majorité des dealers dans ce pays sont bretons? Ils sont basques? Ils sont auvergnats? Mais vous êtes malades ou quoi? Mais c'est évidemment qu'ils sont noirs et arabes. C'est un fait.
Mais quand c'est Zemmour qui le dit, vu que les gens ne l'aiment pas, bah ça devient une parole fausse, ou c'est n'importe quoi, ou c'est une phrase raciste. Bah non, il a totalement raison. D'ailleurs, même quand vous écoutez les musiques de rap aujourd'hui, bah les Noirs et les Arabes s'en vantent dans leurs chansons. Bah ouais, écoutez La Fouine, écoutez Booba, écoutez... Bah, ils s'en vantent. Ils se vantent d'être des dealers, de bicrave, de machin, de... Ça a été tout leur fond de commerce. Zemmour, une fois, il avait dit que le rap était une sous-culture d'analphabètes. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, oserait remettre ça en question? Honnêtement. Bah non. Absolument pas. Tu peux aller dans n'importe quel lycée classé ZEP, demande-leur ce qu'ils écoutent, écoute-les parler, demande-leur de faire une dictée, tu sais, une dictée. Oh là là, ça va être un carnage. Un carnage. Merci Aliem, merci Sefiu, merci Joe Star, NTM, merci merci Booba, merci Caris. Voilà. Voilà ce que vous avez fait aux vôtres, malheureusement. Aux vôtres. Et à nous, par extension. Je vais juste ajouter une petite chose sur le rap. Quelque chose de très révélateur. Il y a un journaliste une fois qui avait posé la question à Booba, le rappeur. Est-ce que vous pourriez faire écouter vos albums, vos chansons à vos enfants? Booba a répondu non, jamais de la vie. Jamais. C'est-à-dire que Booba, aujourd'hui, il est capable de vendre et d'écrire des textes de merde pour vos enfants. Par contre, il a l'intelligence de ne pas faire écouter sa propre merde à ses propres gosses. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Tout est dit. Si véritablement le mec il assumerait ses propos, bah, il ferait écouter ça à ses enfants. Mais il le fera jamais. Parce qu'il sait que c'est pas un teubé, c'est pas un imbécile, Booba. C'est un crasseux, mais c'est pas un imbécile. Donc on va terminer avec les constats du rap, de la délinquance dans les cités, etc. J'aurais pu dire beaucoup, mais alors beaucoup plus de choses. Mais je voulais vraiment aller droit au but sur l'analyse. Parce que moi je sais que quand je commence une analyse, je peux rester 2 heures sur un détail. Là j'aimerais parler plutôt des solutions à apporter. Voilà, des solutions. À mon sens, il y a 2 grands axes de solutions, mais en fait qui sont liés. Mais ces 2 grands axes de solutions, pour que les gens quittent cette racaillisation qui a été programmée dans leur esprit, pour aller trouver mieux. Et ce mieux, il passe par 2 choses. Premièrement, par une chose toute bête, c'est que les parents doivent réapprendre à s'occuper de leurs enfants. Je dis pas que les parents qui vivent en banlieue sont des gens indignes ou sont de mauvais parents, pas du tout. Mais malheureusement, ils ont été pris de court par rapport à la technologie, par rapport à Internet, par rapport à la musique qui se diffuse, par rapport aux séries que les enfants regardent, etc. Ils sont dépassés. Déjà dans les années 90, les parents, ça allait beaucoup trop vite. Vous savez, à l'époque, les gamins avec des Walkman, ils avaient des Walkman, ils enregistraient leurs titres sur la radio, sur Skyrock machin, ils écoutaient ça chez eux avec un casque. Et les parents, déjà à l'époque, ça allait un peu vite. Ils avaient déjà, ils savaient pas se servir d'un Walkman. Déjà, ils étaient largués. Et donc, ils avaient du mal à contrôler ce qui rentrait dans l'esprit de leurs enfants. Ah oui, ce qui rentre dans l'esprit, ça passe par les oreilles. Donc, vous imaginez dans les années 2000, 2010, là, on vous parle de téléphone, de smartphone. On vous parle de musique que tu peux télécharger directement de n'importe où avec Internet. Ça va super vite. Est-ce que les parents aujourd'hui contrôlent ce que les jeunes regardent sur Internet? Pas du tout. Absolument pas. Donc les parents aujourd'hui, ils doivent être beaucoup plus alertes, et surtout les parents de ma génération qui commencent à être, qui sont de jeunes parents en fait, qui commencent leur vie maritale. Aujourd'hui, vous pouvez faire changer les choses. Vous pouvez contrebalancer ce qui a été fait par avant. Vous pouvez le faire aujourd'hui. C'est vous maintenant les acteurs de votre communauté. C'est plus vos parents. Et oui, c'est plus nos parents msakines qui sont nés dans les années 40-50. Non, c'est fini. Eux, malheureusement, ils vieillissent. Ils ont terminé leur vie. Maintenant, c'est nous les acteurs de ce monde, de notre communauté, aujourd'hui. Les anciens, maintenant, c'est nous. Vous comprenez? Et c'est à nous, c'est notre responsabilité aujourd'hui d'éduquer une jeunesse, de la rendre beaucoup plus intelligente, forte et brillante intellectuellement. Donc le premier axe, comme je le disais, c'est les parents qui doivent réapprendre à s'occuper de leurs enfants, à faire attention à leurs enfants. Le deuxième axe, c'est l'islam. L'islam est la porte de sortie de la racaillisation et la porte d'entrée de la connaissance, de la sagesse, du bon comportement avec sa famille, ses voisins, ses profs. L'islam, c'est la porte d'entrée de la fin de cette obsession du matérialisme, de faire de la thune pour de la thune. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont obsédés par l'argent, sont obsédés par le fait de gagner de l'argent et le dépenser. C'est une obsession, ils ne vivent que pour ça.
L'islam, ça te permet de combattre l'individualisme qui est en train de faire des ravages chez nous. Avant, on pensait famille, on pensait communauté. Maintenant, on a tellement singé ce qu'il y avait de plus mauvais chez les Occidentaux qu'on leur a copié leur individualisme. Regardez à quel point les Occidentaux sont individualistes. Chacun pense qu'à sa gueule. Bah malheureusement, on est en train de les imiter à ce niveau-là. Et ça fait des ravages. Bah l'islam, non. L'islam nous réapprend qu'on doit penser communauté, qu'on doit penser groupe. Parce que c'est le groupe qui fait la puissance de l'individu. C'est pas l'individu qui est tout seul puissant. Pas du tout. Jamais de la vie. Sauf si vous êtes prophète ou messager de Dieu. Ça peut être. Ça, quand vous êtes tout seul et que Dieu est avec vous, vous retournez le monde entier. Par contre, c'est anthropologique. L'individualisme, ça détruit les gens. Ça détruit les familles. Ça détruit les individus. Par contre, le groupe, ça le protège. Ça le soude. Les gens, ils ont un but commun. Vous comprenez? Ils ont des perspectives communes. Donc l'islam, ça vient ressouder les gens. Ça vient leur réapprendre à être des êtres humains. Et je vous le dis, wallahi, que certains comportements de gens de banlieue et de racailles qui vivent parmi nous sont devenus des animaux. Wallahi, que revenir à l'islam, ça leur permet de réapprendre à être des êtres humains. Je le pense sincèrement. Et ça a été mon cas d'ailleurs. Ça a été mon cas. Plus je m'intéressais à l'islam, plus je désinstallais des choses très mauvaises qu'on m'avait appris très jeune, que la télévision m'avait appris, que l'école publique d'ailleurs m'avait appris, que la pseudo-culture occidentale m'avait appris. L'islam a permis de désinstaller tout ça. Et alhamdoulilah, j'estime moi être aujourd'hui pas une personne parfaite, mais je suis mieux qu'avant. C'est indéniable. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de gens qui m'écoutent le pensent également. Des gens qui, plus ils s'intéressaient à l'islam, plus ils voyaient de changements dans leur comportement. Parfois c'était minime. Parfois c'était des tout petits changements. Mais quand même, c'était quelque chose de significatif. Donc voilà. Pour moi, les deux solutions, elles sont là. Ça passe par les parents. Parce que les parents, la famille, c'est la première école des enfants. Si la première école des enfants, elle foire, alors toute leur vie va être foirée. C'est sûr et certain. Et le deuxième, c'est le fait de revenir à notre religion. Revenir à Allah. Revenir à son messager. Revenir au Coran. Revenir à nos traditions, etc., etc. Et je vais ajouter une petite chose qui a un petit bonus parce que je viens de m'en rappeler et qui me paraît évident en fait maintenant que j'y pense. Mais les racailles de banlieue, ils ont tendance parfois à détester la France. Parce que systématiquement, on leur a dit que la France était le colon, que la France était le sionisme, que la France c'était... Mais la France, honnêtement, c'est pas que ça. Il y a aussi des choses merveilleuses en France. Dans sa littérature, dans sa science, dans sa culture, dans son histoire. Bah oui. Le fait aussi de se sentir bien en France et d'être quelqu'un avec un meilleur comportement, c'est aussi de se réconcilier avec ce pays, avec son histoire. De pas simplement garder dans un coin de sa tête « Ah, la France, c'est le colon, donc je le déteste ». Non. La France, elle a aussi produit quelque chose de magnifique dans sa culture. Prenez ce qu'il y a de meilleur dans la culture occidentale et en particulier la culture française. Il y a des choses qui sont magnifiques, qui pourraient vous servir à vous, musulmans. Et à vous, racailles, ça pourrait vous servir. Donc je pense que oui, étudier l'histoire de France, se réapproprier un peu un patrimoine qui, au départ, n'était pas le nôtre, ça peut aider des gens à désinstaller cette raïcaïsation. J'en suis absolument convaincu. Mais ça demande du temps, ça demande des efforts, faut lire, faut apprendre. Voilà, c'est de la patience, tout ça. Voilà. Moi, je pense que, avec ces trois axes, qui est la famille, qui est la religion, et qui est la culture qu'il faut réapprendre, je pense qu'avec ça, wallahi, beaucoup de gens pourraient se sortir de cette racaïsation. Mais il faut le faire. Faut arrêter d'être passif. Faut arrêter de croire qu'il y a un ange qui va descendre du ciel et qui va redonner de la noblesse et de la fierté à notre communauté. Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, c'est tellement vrai que même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit de manière explicite qu'il ne change pas l'état d'un peuple avant que ce peuple ne change lui-même. C'est un verset, mais d'une puissance colossale. Méditez sur ce verset-là. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas de lui-même. Vous ne changerez pas si vous voulez pas changer. C'est aussi bête que ça. Donc maintenant, il faut faire un choix. Soit vous faites partie des crouilles, des racailles de merde,
et vous vous sentez bien d'ailleurs dans votre monde, mais dans ce cas-là, faut arrêter de faire chier le monde, faut arrêter de faire chier les autres. Soit vous en sortez, vous changez, vous vous motivez un petit peu, vous commencez à prendre un livre ou deux, à vous cultiver, à devenir quelqu'un de meilleur. Pour moi, il y a pas d'autre alternative. C'est ces deux choix. C'est un peu... D'habitude, je suis un peu plus gai quand je fais des vidéos. Je suis un peu plus souriant. Mais là, ce sujet-là, vraiment, il me prend aux tripes, ce sujet-là. Parce que je vois à quel point mes frères, mes sœurs, mes parents, mes cousins, mes cousines ont tous été affectés par ça. Absolument tous. De près ou de loin. On a absolument tous été affectés par cette espèce de culture de racaille qui existe chez nous. Donc voilà. Je vais bientôt terminer ce podcast. Racaille, nos frères, nos ennemis. Rappelez-vous simplement que c'est pas parce que parmi les racailles, il y a nos frères qu'on doit avoir un espèce d'esprit tribal et de les défendre même dans leurs conneries. Absolument pas. C'est pas nous rendre service et c'est encore moins leur rendre service. Bien au contraire. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis, à me dire là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord. Essayez de développer un minimum dans les commentaires. Parce qu'évidemment, tout commentaire de racaille avec des insultes, ça va dégager. Il y en a très peu sur ma chaîne, hein. Alhamdoulilah, généralement, les gens qui s'abonnent à ma chaîne sont des gens, voilà, assez intelligents. Il y a peu de racaille, en réalité. Et voilà, si vous voulez donner votre avis, faites-le de manière convenable, voilà. Et surtout de manière argumentée. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que si c'est juste pour dire, ouais, je suis pas d'accord, ouais, d'accord, ok. Au revoir, va dormir, va jouer à PES, va écouter Booba, laisse-nous tranquille, quoi. Nous, on n'a pas le temps. Ou alors mieux, rejoignez directement notre Discord. Je vais mettre le lien en description de vidéo. Comme ça, vous pourrez directement venir en discuter avec nous. Voilà. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Qu'Allah vous préserve. Et je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.